Bonjour, merci Olivier. Merci à François aussi pour cette petite introduction. Euh, c'est long. Donc oui, moi je suis au Légos actuellement en fin de thèse sous la direction de François Lacan et de Franck Poitrasson. Euh, je vais rentrer un peu plus dans les détails de la mission Bonus Good Hope euh, qui a lieu donc dans l'océan austral, dans le secteur Atlantique Sud, pour vous parler des concentrations et des compositions isotopiques du fer. Donc cette zone de l'océan est représentée ici sur cette carte de température de surface où on a échantillonné donc 5 stations. Les deux premières stations sont situées dans un domaine subtropical, donc avec des températures de surface assez élevées. Elles sont soumises à l'influence du courant des aiguilles qui ici ramène des eaux chaudes de l'Indien et qui peut potentiellement remobiliser des sédiments de la marge sud-africaine et donc qui peut impacter ces deux stations. Les deux prochaines stations sont les stations 3 et 4 situées dans le courant circumpolaire antarctique. Donc là, on est en plein cœur de la zone HNLC. Et ce courant va vers l'est et il est très, très, très fort. Il fait tout le tour de l'Antarctique. Et ensuite, il y a la station 5 qui, elle, est dans un système assez isolé, qui est la gyre de Weddell, où les eaux sont transportées de façon circulaire ici dans cette gyre. Donc avant de passer au résultat des mesures des concentrations et des compositions isotopiques, je voulais vous parler de l'aluminium, pardon, je voulais vous parler des sources de fer, avec tout d'abord donc la croûte continentale qui est à peu près à 0,1 pour 1000. Donc les aérosols, eux, ont une composition plutôt lourde, comme vient de le montrer François. Les rivières, elles, ont une composition plutôt entre le léger et le lourd, entre moins 0,6 et plus 0,5 pour 1000. Donc on a aussi également les sédiments qui apportent du fer dissous de deux façons. L'une qui est réductrice, notamment dans les zones anoxiques, avec du fer dissous isotopiquement léger. Et donc la libération non réductrice du fer qui, elle, apporte du fer dissous plutôt lourd et qui est en plus plus lourd que les particules. On a également aussi vu hier l'hydrothermalisme avec les fluides initiaux qui ont des compositions isotopiques légères. Et évidemment la dernière mesure là que François vient de présenter de Conway et John avec moins 1,3 pour 1000 dans le panache hydrothermal. Après il y a tous les processus à l'intérieur de la colonne d'eau qui sont dans le cycle du fer et qui peuvent fractionner les isotopes, comme par exemple la simulation biologique. Il y a également aussi toutes les interactions avec les ligands organiques. Et nous, ce qu'on essaye de voir sur cette section de l'océan austral, c'est quelle est la composition isotopique du fer dissous dans la colonne d'eau après mélange de toutes ces sources, et comment le dissous et les particules vont interagir au niveau des isotopes, est-ce qu'ils vont fractionner les isotopes, et comment fractionner les isotopes du fer pendant la reminéralisation de la matière organique. Donc je reviens sur ma section de bonus, où je vous présente tout d'abord les résultats d'aluminium particulière, qui est très souvent utilisé comme un traceur lithogénique. Et donc ce qu'on peut voir ici sur les stations, c'est un enrichissement au niveau des concentrations d'aluminium particulière pour les stations 1 et 2, surtout au niveau du fond, qui peut être qui suggère une source lithogénique très proche, qui semblerait être la remobilisation de sédiments par des courants de bord ici, comme je vous avais montré par exemple le courant des aiguilles. Ensuite, on a des concentrations beaucoup plus faibles au niveau de S3 et S4, donc on est plus éloigné de la source, et ces concentrations réaugmentent dans la gyre de Weddell, ce qui pourrait être dû, là aussi, à un apport de matériel lithogénique depuis la péninsule antarctique. Je vous rappelle que la circulation des eaux se fait comme ça ici. Donc on pourra avoir évidemment du matériel lithogénique qui viendrait de cette zone et qui serait transporté jusqu'à S5. Donc maintenant, je vais vous montrer les concentrations en fer particulière. Donc on a des très fortes concentrations en fer particulière au niveau de la station 1 et au fond de la station 2. Donc ce qui suggère aussi une remise en suspension des sédiments. Et de plus, on a une très forte corrélation sur toutes les stations, sur tous les échantillons entre le fer particulière et l'aluminium particulière.
Alors, même si je retire ce point-là qui semble s'y attirer la courbe, on a toujours un coefficient de corrélation de 0,9. Donc ça suggère que le fer particulaire sur toute la section serait dominé par une fraction lithogénique. Mais les compositions isotopiques vont nous apporter une confirmation de ceci. Alors là, vous avez l'échelle qui montre des grandes variations, c'est parce que c'est posé sur la même échelle que pour le dissous. Donc ici, on peut rendre compte qu'il y a très peu de variations. On est entre 0 et 0,2 pour 1000 sur toute la section. C'est relativement homogène. Et avec une composition moyenne de 0,11 pour 1000, donc ce qui est très proche de la valeur crustale. Donc ça confirme bien que le fer particulaire sur toute la section serait dominé par une fraction lithogénique. Maintenant, je vous passe les concentrations en fer dissous. Donc, comme l'a montré François, on a des profils type de nutritifs avec une consommation du fer en surface et une augmentation en profondeur. On peut aussi voir qu'on est très appauvri au niveau de S3 et S4, et d'ailleurs on a des minimums en surface en concentration à 0,05 nanomol par litre pour les stations 4 et 5, donc ce qui est typique des zones HNLC. Et maintenant je vais vous montrer les compositions isotopiques de fer dissous, où là on se rend compte de deux caractéristiques principales. Tout d'abord, on a beaucoup de variations, beaucoup plus que sur le particulaire. Donc tout d'abord, on a cet enrichissement en fer lourd au fond des stations 1 et des stations 2. Et on a un minimum qu'on observe au niveau des profondeurs intermédiaires sur toutes les stations. Alors bon, c'est peut-être pas évident comme ça de voir ce minimum, je vous le représente aussi sous forme de profil. Donc vous avez la station 1 ici, ensuite la 2, la 3, la 4 et la 5. Vous voyez un minimum à chaque fois au niveau des profondeurs intermédiaires, entre 200 mètres et à peu près 700-1200 mètres. Ici, les deux points sur la station 1, le minimum n'est pas très bien défini, étant donné que les barres d'erreur se recoupent. Donc je considérais à la fois ces deux points pour le minimum dans la suite de l'exposé. Donc là, je voudrais tout d'abord vous parler de ce fer lourd au fond de S1 et de S2. Donc on a, avec les particules, supposé une remise en suspension des sédiments de la marge. Et du coup, on a deux possibilités pour tracer la source. C'est donc la dissolution réductrice des sédiments, qui amène des compositions isotopiques très légères, et la libération non réductrice, qui amène du fer dissous plutôt lourd et plus lourd que les particules. Alors moi, j'ai choisi de me baser sur ces trois points où on a les plus fortes concentrations en fer particulaire pour regarder les compositions isotopiques. Et donc on se rend compte que là, on a dans le dissous des compositions isotopiques lourdes et plus lourdes que dans les particules. Donc ça suggère très fortement qu'au niveau de la marge sud-africaine, on a une libération non réductrice de fer dissous depuis ces sédiments. Donc maintenant qu'on a caractérisé cette source, je vais m'intéresser à la deuxième particularité qui est ce minimum de fer dissous aux profondeurs intermédiaires. Donc là on a un minimum, donc des valeurs négatives. Donc quand on a du fer isotopiquement léger, on pense à la spéciation redox du fer, et notamment au fer 2, qui est plus léger que le fer 3, comme vous l'a montré François. Et du coup, on a regardé la spéciation redox du fer lors de cette campagne, mesurée par Géraldine Sartou. Et donc là, on a le pourcentage de fer 2 en fonction du fer rapporté au fer dissous total. Et ce qu'on peut voir, c'est que là où le fer 2 est le plus dominant, c'est dans les zones de subsurface et en surface de toutes les stations, notamment dû à des processus de photoréduction du fer, mais que ça ne correspond pas à notre zone de minimum aux profondeurs intermédiaires. On n'a pas les mêmes profondeurs pour ces deux paramètres, donc on n'a pas observé de corrélation entre ces données. Donc on peut supposer que la spéciation redox n'est pas vraiment responsable directement de notre minimum aux profondeurs intermédiaires. Alors on va considérer d'autres hypothèses pour ça, et notamment l'hypothèse d'un fractionnement isotopique local entre le dissous et les particules. Donc pour ça, je vous présente la station S4, mais on a à peu près les mêmes variations, ça vaut pour toutes les stations, ce que je vais vous dire. Donc là, on a les compositions isotopiques. Ici, les ronds, ça représente le dissous, et les carrés, les particules. Et ici, les concentrations. Alors,
ce qu'on peut voir déjà sur les concentrations, c'est qu'elles sont pratiquement identiques sur toutes les profondeurs, ce qui suggère que si on a un minimum ici qui est créé à partir de particules, et que la composition isotopique initiale est à peu près de 0 pour 1000, le bilan de masse impose qu'on devrait avoir un effet miroir au niveau des particules et une composition isotopique qui devrait plutôt avoir cette allure-là. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Du coup, on a vraiment les particules qui sont à 0 sur toute la colonne. Donc on n'a pas de fractionnement isotopique local au niveau de la station S4, mais ça vaut aussi pour les stations 2, 3 et 5. Donc si ce n'est pas local, c'est certainement un signal qui vient d'ailleurs. Donc on a pensé à s'intéresser aux masses d'eau, à la circulation. Donc pour ça, on a plusieurs paramètres pour tracer les masses d'eau en océanographie, à la salinité, la température, l'oxygène, la densité. Là, je vous présente la salinité d'abord. Alors, par-dessus cette section de salinité, je vous ai représenté les profils de fer dissous, de composition isotopique de fer dissous. Donc ici, vous avez l'échelle, c'est 1 pour 1000. Et si jamais pour bien comprendre ce graphique, si vous voulez repérer le point de salinité, la valeur de salinité de ce point, il faut se référer ici à cette barre grise et en pointillé blanc qui représente la composition de la croûte et l'emplacement des stations. Donc à ce point-ci correspond cette valeur de salinité. Et donc on se rend compte que sur 3 stations, de S1 à S3, le minimum de composition isotopique observé aux profondeurs intermédiaires se trouve dans cette masse d'eau peu salée qui caractérise l'eau antarctique intermédiaire, l'AEW, et qui transporte donc ce minimum de S1 à S3. Par contre, pour les stations S4 et S5, ce n'est pas le cas. Alors on a essayé de regarder une autre masse d'eau. Pour cela, on a utilisé l'oxygène. Et on voit que pour les stations 1 et 4, je vous rappelle que pour la station 1, on avait un minimum qui n'était pas très bien défini, qui pouvait être à la fois ces 2 points. Donc pour les stations 1 et 4, on est dans cette masse d'eau qui transporte un minimum d'oxygène, qui est donc une masse d'eau où la reminéralisation de la matière organique a lieu le plus fortement. Donc on peut supposer que pour les stations 1 et 4, la reminéralisation de la matière organique intégrée depuis que la colonne d'eau a quitté la surface est responsable de ce minimum profondeur intermédiaire. Mais pas pour les stations 2 et 3, ni pour la station 5, puisque la station 5, le minimum se trouve dans les eaux de subsurface de la gyre de Weddell, il n'y a pas d'AEW, ni d'upper circumpolar deepwater. Du coup, pour les stations 2 et 3, l'AEW, elle, n'est pas une masse d'eau qui transporte un signal fort de reminéralisation. Mais on peut penser à chercher son parcours. Donc là, ici, je vous présente la trajectoire de l'AEW dans notre zone. Donc les flèches indiquent sa circulation, ici on a nos stations. Et on peut le mettre en relation avec les zones de minimum d'oxygène, puisqu'on sait que dans ces zones, du fer réduit, de la dissolution réductrice de fer peut se produire et donc apporter du fer isotopiquement léger. Et il se trouve que la IW remonterait assez haut au niveau de la marge du Chili et correspondrait à peu près à cette zone-là où on est dans le sud de la zone de minimum d'oxygène du Pérou. Donc on pourrait supposer que si la dissolution réductrice se produit au niveau de cette marge et produit des signatures isotopiques légères, elle pourrait avoir été transportée selon ce parcours pour ensuite atteindre nos stations 2 et 3 par exemple. Et pour la station 5, ici, ce qu'on peut supposer, c'est grâce à 2 études qui ont montré qu'il y avait des événements anoxiques au niveau des sédiments de la marge de la péninsule antarctique qui se produisaient lors des événements phytoplanctoniques, c'est-à-dire qu'une fois que le phytoplancton meurt et chute dans la colonne d'eau, et donc ça va faire un très fort taux d'accumulation de matière organique dans les sédiments qui vont être très rapidement dégradés par les bactéries. Et donc ce processus peut produire du coup du fer réduit qui pourrait être transporté selon la circulation de la gyre de Weddell jusqu'à la station 5.
Donc que ce soit pour la station 1 et 4 avec de la reminéralisation de la matière organique dans la colonne d'eau, ou pour les stations 2, 3 et 5, on aurait également de la reminéralisation de la matière organique au niveau des sédiments. Et donc cela pour expliquer pourquoi on a un minimum qu'on observe au niveau de toutes les stations, à peu près aux mêmes profondeurs, mais qui ne correspondent pas aux mêmes masses d'eau. Donc pour conclure, ce qu'on a vu, c'est que le fer particulaire était dominé par une fraction lithogénique, qu'on avait également de la libération non réductrice de fer dissous depuis les sédiments de la marge sud-africaine. Notre minimum de composition isotopique de fer dissous était relié à la reminéralisation de la matière organique dans la colonne d'eau, mais à la fois dans les sédiments, et que les signaux isotopiques de fer peuvent se propager sur de très longues distances. Par exemple, si jamais on parle d'une composition isotopique légère ici, que l'on amène ici, on a à peu près parcouru 10 000 km. Voilà, et donc ce qui reste à faire sur ces données, c'est déjà obtenir beaucoup plus de données de fer dissous, de composition isotopique de fer dans l'océan. Et ici, particulièrement, ce serait d'avoir des données en amont et en aval de cette zone pour pouvoir confirmer l'hypothèse. Et après, effectivement, on a débattu juste avant, c'est arriver à caractériser le fractionnement isotopique qui est généré par l'assimilation biologique. Donc nous, on a des expériences en ce moment qui sont en cours au Lagos, des expériences d'incubation où de l'eau de mer a été prélevée au niveau pendant la mission Khéops, où on a rajouté du fer pour voir comment le phytoplancton poussait. Donc avec des échantillons à certains intervalles de temps, on pourra essayer de voir comment évolue la composition isotopique dans la fraction dissoute, dans la fraction particulière, et on espère comme ça arriver à caractériser un fractionnement isotopique biologique in situ, entre guillemets. Voilà, merci pour